Y a-t-il quelque chose de plus cool pour un fan de lutte que de regarder un film sans rien demander à personne puis voir apparaître un lutteur? La lutte, c'est tellement un divertissement et une passion niche que l'idée de mettre un lutteur dans un gros film, ça donne l'impression qu'on le fait juste pour nous faire un clin d'œil et avoir notre argent. Malheureusement, et comme on l'a vu, dans la business de criminel que constitue le cinéma, il a dit quoi, celui-là? La présence d'un lutteur dans un film ne garantit non seulement pas que le film va être bon, mais ça garantit même pas que le lutteur annoncé sera présent assez longtemps pour valoir la peine. Cependant, une fois de temps en temps, on tombe par accident sur un film où un lutteur apparaît comme un cheveu sur la soupe, non sollicité, pour le meilleur ou pour le pire. Voici donc un top 10 des apparitions les plus weird de lutteurs au cinéma. On commence avec un lutteur qui semble vouloir s'imposer dans tous les top 10 à date, l'immortel Hulk Hogan. Faut pas s'étonner que le Hulkster apparaisse encore cette fois parce que c'est une icône de la culture pop encore aujourd'hui. Pas mal sûr que tu peux demander à n'importe qui au-dessus de 25 ans, fan ou non de lutte, de nommer un lutteur, juste un. Et la réponse, n'importe où dans le monde, va probablement être Hulk Hogan. C'est pourquoi en 1990, alors au sommet de sa gloire, le grand Hulk va cimenter sa présence médiatique de masse avec une apparition totalement gratuite dans la suite d'un des plus gros succès box-office de son époque, Gremlins 2. Dans sa biographie, Hogan mentionne à quel point il était excité de participer à un film produit par Steven Spielberg, qui est à ce moment-là le plus grand producteur au monde. Il espérait pouvoir lui montrer qu'il a tout ce qu'il fallait pour devenir un acteur sérieux. En ce moment, on peut les voir là-haut. Malheureusement pour lui, sa courte scène où il cote une promo contre les Gremlins qui dérangent la salle de cinéma était tournée par la deuxième équipe, en charge des scènes de remplissage plus faciles à tourner, pour sauver du temps et de l'argent à l'équipe principale. Tous les films ont une deuxième équipe. Même si Hogan n'a pas pu rencontrer et travailler directement avec Steven Spielberg en personne, Tout ce qu'ils veulent quand ils viennent ici, c'est des boissons gazeuses fraîches, du pop-corn et pas le moindre monstre à la projection, c'est clair ça? il a néanmoins le privilège de couper le film en deux, arrêter le temps et diffuser son brand dans un film culte qui est vu partout dans le monde encore aujourd'hui. Excusez les copains, j'avais pas le choix. Au numéro 9, un de mes films préférés quand j'étais jeune, Major Payne. Major Payne est une comédie de 1995 où un militaire complètement cinglé, le major Benson Winifred Payne, se retrouve dans une école militaire pour les jeunes qui peinent à trouver un major assez compétent pour discipliner et entraîner convenablement une troupe de jeunes cadets à problème. Ouh, on dirait qu'on a un autre major sur les bras, hein, les petits gars. Payne, vétéran décoré et un peu trop badass, tout juste revenu de la guerre, va les entraîner durement, sans pitié, et les humilier jusqu'à en faire une unité de guerre prête au combat. Au grand déplaisir des jeunes qui vont tenter de s'en débarrasser. Puis, ultimement, se cotiser et engager le plus gros dur à cuire imaginable pour venir donner une bonne leçon au Major Payne. El débile! C'est toi, Payne? Bam Bam Bigelow. J'ai 2 mots à te dire. Hey, imaginez ma surprise, à 8 ans, de voir apparaître Bam Bam Bigelow dans un film que je regarde avec mes amis, puis pouvoir leur dire que non seulement je le connais, que je le vois lutter à la télé, puis que je peux même l'utiliser dans un de mes jeux de Super Nintendo. Malheureusement, Bam Bam ne fera pas le poids et viendra jobber face au Major. Mais Bam Bam réussit quand même à tirer son épingle du jeu et donne un bon aperçu des avantages d'engager un lutteur dans un film pour faire la job d'un badass. T'avais dit que t'allais frapper le visage! Tu oses dire que je mens alors? Avec la valeur ajoutée pour un fan de lutte comme moi. Les enfants! Au numéro 8, on exploite les codes du cinéma avec Les Renforts, alias The Other Guys. The
The Other Guys est une comédie à gros budget mettant en vedette Will Ferrell et Mark Wahlberg dans le rôle de deux policiers un peu losers qui travaillent dans l'ombre de deux agents vedettes de la brigade, Samuel L. Jackson et The Rock. Ou en tout cas, c'est ce que le générique et le début du film semblent vouloir nous dire. On suit donc les aventures policières de Highsmith et Danson, alors qu'ils combattent le crime à la façon d'un L'Arme fatale version extrême, ou même Shaft qui met en vedette Samuel L. Jackson. Et puis... Tu penses à ce que je pense, mon pote? On atterrit dans les buissons. Voilà, c'est aussi simple que ça. Une présence courte qui ne sert à rien d'autre que faire une joke pour installer les personnages de losers que seront Wahlberg et Ferrell tout au long du film. Ils ont gâché l'histoire, ça y est, c'est foutu. Une comédie vraiment drôle réalisée par Adam McKay, que la plupart ont connu cette année pour Don't Look Up sur Netflix. Pigé, la ville attend de nouveaux héros. C'est vrai. Je vous recommande d'ailleurs toute sa filmographie. C'est un excellent satiriste, renforcé par son désir d'aller juste un peu trop loin avec les codes, jusqu'à exploiter la présence très courte de deux des plus grandes superstars du cinéma, juste pour la joke. Toi, tu nous fous la paix. Gueule de merde! Si je veux t'entendre parler, je te rentrerai mon poing loin dans le cul. 7e place, on se rapproche de la maison pour Assaut Extrême, alias Brick Mansion, un remake du film d'action français à succès Banlieue 13, écrit et produit par le légendaire Luc Besson. On est dans les ligues majeures ici. Assaut Extrême est le dernier projet complété de l'acteur Paul Walker avant sa mort durant le tournage de Rapide et Dangereux 7 et est entièrement tourné à Montréal, qui joue le rôle de Détroit. Parce qu'il n'y a pas de danger que tu te fasses gonner en pleine rue à Montréal pour ton matériel cinématographique. Outre Walker, il met en vedette l'acteur de la version originale, David Bell, un des fondateurs de la discipline du parkour, ainsi que le frontman du groupe hip-hop Wu-Tang Clan, RZA. On va reparler éventuellement de RZA qui a grandement contribué à faire connaître le type de cinéma qui nous intéresse ici. Grand amateur de films et de lutte, comme si on avait besoin de plus de raisons de l'aimer, RZA joue ici le rôle du méchant tellement cool qui fait la cuisine. Tu sais ce qui me plaît dans les recettes de ma mère? Du moment que t'as les bons ingrédients, tu peux pas te planter. C'est aussi le boss de son henchman de service, interprété par un certain Marc-André Boulanger, alias Frankie the Mobster. Qu'est-ce qui se passe? Si vous avez déjà été à une seule bonne soirée de lutte dans les 15 dernières années, les chances sont que vous avez vu l'incroyable Frankie, alias The Demon King, alias FTM, en action, voler complètement le show avec son physique, son charisme et sa présence. Rien de nouveau donc, parce qu'il domine une bizarre ribambelle de méchants, car en plus de RZA qui cuisine, on a le Denis Coderre de Détroit qui veut tasser les pauvres avec des condos de luxe, un baron de la drogue qui possède des requins, Booba d'Unité 9 qui mange avec des baguettes, et Kurgan qui fait de l'origami. Hey, pour vrai, esti que ça me gosse que tous les méchants ont des gimmicks à cette heure dans les films qui se pensent cool. Depuis Snatch, pourquoi est-ce que tous les méchants doivent avoir des gimmicks? Ça marche pas. Parlez-en au film Les Dangereux. À noter aussi les présences de Sugar Chris et Amin Dada de la théorie du chaos, ainsi que Drew Onyx. Oh wow, un party de lutte québécoise, j'ai pas été invité? C'est bizarre considérant que le film a été littéralement tourné en face de chez moi. On reparlera de Kurgan, mais surtout de Frankie, parce que sa filmographie est vraiment impressionnante. D'ici là, gardez l'œil ouvert, parce que vous risquez de le voir apparaître à n'importe quel moment dans votre télévision. Et surtout, si vous voyez son nom apparaître sur une carte de lutte à venir, boudez pas votre plaisir puis allez le voir lutter. Ça vaut vraiment la peine. La ferme. Parlant de party de lutte, au 6e rang, on poursuit avec MacGruber. MacGruber est un long métrage produit par Lorne Michaels, responsable de la légendaire émission à sketch Saturday Night Live, qui permettait à la WWE d'avoir leur 4e samedi du mois sur les ondes de NBC dans les années 80, offrant certains des moments les plus mémorables de l'histoire de la lutte. Saturday Night Live, SNL, est un succès historique à la télévision depuis 1975, et plusieurs de leurs performeurs ont par la suite eu du succès au cinéma et à la télévision. Plusieurs personnages récurrents de la série ont vu leur sketch se transformer en film tellement le succès fut impressionnant. On pense à Conehead, A New Roxbury et bien sûr Wayne's World.
MacGruber est un personnage de Will Forte, membre de la distribution depuis 2002. Quand son ancien ennemi refait surface, MacGruber doit rassembler son équipe d'antan et le retrouver. MacGruber? Merde, je te croyais mort. Je mets sur pied une équipe. Et la scène qui suit est probablement la plus satisfaisante, mais aussi la plus stupide scène mettant en vedette des lutteurs que vous allez voir. Alors tout le monde est prêt? Très bien. Aucun payoff. Un moment juste pour nous. Imaginez, comme fan de lutte, voir le film pour la première fois sans savoir et penser que soudainement et gratuitement, on allait avoir un film d'action avec Chris Jericho, The Great Khali, Kane et Big Show. Si c'est trop beau pour être vrai, c'est probablement parce que ça l'est. D'ailleurs, Chris Jericho est mon nommé dans mon palmarès des apparitions les plus weird de lutteurs au cinéma à la 5e place avec un film de Kevin Smith. Jay Silent Bob Reboot, comme son nom l'indique, est un reboot de la comédie culte Jay Silent Bob Strike Back, part d'une série de films du réalisateur sur différents personnages éclectiques de son New Jersey natal. Jericho est un grand fan de cinéma et a fini par croiser le chemin de Kevin Smith, qui trippe pas mal sur les mêmes choses que lui, et Smith lui a éventuellement donné un rôle dans son film, comme il fait pas mal avec tous ses amis. Mais de tous les rôles dans lesquels on a vu Chris Jericho, qui n'a clairement pas peur du ridicule, ça, c'est de loin le plus weird. Peekaboo. Ah! C'est bon, hein? On s'éclate ici, hein? Yep. Maintenant, vous comprenez pourquoi Jay Bob était à Dynamite au moment de la sortie du film. Vous me suivez? C'est comme ça que j'aime mes caméos de lutteurs, moi. Bizarres et imprévisibles. Au numéro 4, Rat Race, alias Course folle. Ceux qui ont vu cette comédie qui met en vedette une méga brochette d'acteurs connus dans ce remake spirituel de It's a Mad, 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 Mad World me diront « Hey, attends, y a pas de lutteur dans Rat Race? » À ça, je réponds « C'est vrai. » Techniquement. Puis parlez-moi pas de même. On n'a pas levé le cochon ensemble. Oh, ils sont toujours furieux, tu sais, ce sont des nazis. Et non, Seth Green ne compte pas. Rat Race est sorti en 2001, au moment où un nouveau médium commence à s'imposer pour la consommation de films à la maison, le DVD. Pour faciliter son adoption et mousser les ventes, les compagnies de production se sont mises à remplir les disques de matériel supplémentaire, desquels des scènes supprimées. Ben vous devinerez jamais qui se pointe. What the hell's going on? Oh! Take him to school, baby! No school! No school! No school! Ooh, yeah, school! En route vers un casier rempli d'argent à Albuquerque, au Nouveau-Mexique, le personnage joué par l'excellent Cuba Gooding Jr. se cherche un transport après avoir été martyrisé par un bus rempli d'une convention d'I Love Lucy. Il cherche à s'accrocher à un camion transportant une maison, avant d'y pénétrer. Kimberly! I wouldn't hurt you! Kimberly! Say, I'm in a race! A race, huh? Well, I'm gonna erase your ugly face. How about that? Non, mais est-ce que ça peut être plus gratuit que ça? Imaginez les chances! Non seulement il tombe sur Kimberly, en sous-vêtements, Nobody, and I mean nobody, messes with Diamond Dallas Page's wife. mais il tombe sur Diamond Dallas Page en gear qui déménage dans sa propre maison. Si ça, c'est pas exactement la raison pour laquelle je fais une vidéo comme ça, je sais pas pourquoi je la fais. I don't think so. Dommage, parce que selon le réalisateur, ça a été la scène la plus déchirante à couper du montage final. The most painful cut was the moving house scene. Qui a quand même contenu la scène pendant longtemps. Mais le public aimait trop Cuba Gooding Jr. à ce point-ci du film pour rire en le voyant se faire détruire par DDP. Au numéro 3, on revient aux sources avec une comédie qui met en vedette mon acteur préféré de tous les temps, Leslie Nielsen. J'adore Leslie Nielsen. Aimer.
Je vais te dire ce qu'aimer veut dire. Ça prendrait une vidéo complète pour vous exprimer à quel point cet homme et sa filmographie ont été importants pour moi et le développement en général de mon sens de l'humour et ma cinéphilie. Je collectionne n'importe quel film dans lequel il apparaît, du meilleur au plus dégueulasse. Spy Hard, alias L'agent secret se découvre, est l'une de ses dernières bonnes comédies, surfant sur la vague des incroyablement populaires L'agent fait la farce. Le film est écrit par le duo de Seltzer et Friedberg, bien des années avant que ceux-ci ne ruinent le genre avec les insultants Disaster, Epic ou Date Movie, ou de la cochonnerie comme Meet the Spartans ou Superfast. Pourquoi? Spy Hard est une genre de parodie de James Bond ou de film d'action musclé des années 90 où l'agent WD-40 Dick Steele doit empêcher le général Rancor de lancer un missile nucléaire en territoire américain. Dick Steele réussit à pénétrer la base, mais est fait prisonnier puis ligoté des bras. Sans pouvoir se défendre d'un homme de main de Rancor qui va y péter à la gueule, il reçoit de l'aide inespérée d'un allié complètement inattendu. Même si le caméo s'explique par le fait que le film est produit par Hollywood Studios, une filiale de Disney, et tourné dans leur studio Disney MGM, qui produisent aussi les films de plage de Hogan et servent de plateau de tournage à la WCW en 1996, reste que ça sort d'absolument nulle part. C'est un gag qui est tellement mémorable, un lutteur professionnel qui arrive de nulle part pour aider un héros en costume puis qui disparaît aussitôt. C'est pas non plus le seul caméo d'un lutteur dans un film de Leslie Nielsen, ni le seul lien entre lui et la lutte. Les anabolisants, c'est fini aujourd'hui, hein, bro? Qu'est-ce que tu racontes? Mais ça, on y reviendra. En deuxième position, on va vraiment exploiter le côté weird. Je sais même pas pourquoi je vous parle de celui-là. Je pense que c'est pour m'en débarrasser. Au début du vidéo, je vous ai dit que j'allais privilégier les films ou les lutteurs qui arrivent comme un cheveu sur la soupe, ce qui n'est absolument pas le cas de notre prochain titre. Mais ici, c'est le shock value de la présence annoncée du lutteur qui est weird et qui surprend. Vous êtes prêts? Donc, au numéro 2 de 2021, The Demented. Demented est un des pires films que j'ai vu de ma vie, mettant en vedette mon lutteur préféré de tous les temps, le Hitman Bret Hart. Why am I here? Et Angelina Love. Mais ok, une chose à la fois. If you're not gonna help, leave. C'est pas un secret pour personne que Bret Hart a toujours voulu percer dans le cinéma. Dans les années 90, il réussit à obtenir un petit rôle récurrent dans la série Lonesome Dove et à être le génie dans la production live d'Aladdin. Le problème, c'est que Bret Hart, en particulier le Bret Hart après les années 2000, il est pas super bon. You can't do that. Ou en tout cas, il est pas super bon pour pas être Bret Hart. I am the genie of the lamp. Le deuxième problème, et le plus sérieux, c'est ceux qui ont fait le film. You sick fucking bastard. Je sais pas comment ils ont convaincu Bret de s'associer au projet, You know, maybe a little torture. mais si Bret s'est fait avoir par ces bandits-là aussi facilement, il a eu ce qu'il mérite. Alright, I get it. C'est réalisé par un certain Nigel Hartwell. Nigel Hartwell, réalisateur canadien avec Barry J. Gillis qui joue dans le film, c'est l'équivalent d'un très mauvais lutteur, pas en shape, qui passe à propre fed pour se faire gagner toutes ses ceintures parce que tout le monde sait qu'il est beaucoup trop mauvais pour lutter ailleurs. Puis il se paye des gros noms pour venir mettre son projet over. C'est pourquoi au fil de ces estis de films inaptes et mal chiés, complètement amateurs et incompétents, on retrouve du monde qui ont déjà été quelqu'un, qui viennent jouer des tout petits rôles. Il a même clairement écrit sa propre biographie sur IMDb où il annonce humblement avoir excellé à différentes écoles de cinéma. Sorry. Sa photo de profil, c'est lui avec l'actrice Felicia Rose qui joue Angela dans le cultissime Massacre au camp d'été, un slasher des années 80 qui fait un petit rôle dans Demented. Bref, le pauvre Bret... Non. Faut pas que j'aie pitié de Bret est consentant. Whoa, for what? Bret est censé être un genre de producteur ou distributeur de pornographie extrême qui se fait fournir des productions où les femmes y sont violentées puis assassinées pour vrai. These snuff films are selling like hotcakes on the dark web.
Yeah. Il se passe absolument fuck all. C'est plate, c'est amateur, pis c'est fait par quelqu'un qui a clairement aucune notion de montage pis qui veut absolument tout faire lui-même pour être certain d'avoir tout le crédit. I'll say. Trop cave pour savoir que ce qu'il fait c'est vraiment de la crise de merde. Great. Fans are gonna love it. D'ailleurs, checkez le boîtier, parce qu'une image vaut 1000 mots. Brett est en gear. En fucking gear de lutte! Sur le boîtier d'un film où il ressemble à ça. Plus de questions, votre honneur. Et le pire dans tout ça, c'est que Brett joue dans un autre film du duo vomi marde qui est Barry J. Gillis et Nigel Hartwell. I got money. I can invest in this. Mais en plus, Demented est censé avoir une suite bientôt qui est en post-production. Well, I'll be confiscating all of them. Brett est peut-être mon lutteur préféré de tous les temps, mais incroyablement, sa carrière au cinéma s'annonce pour être pire que sa run à la WWE en 2010. I deal with filmmakers from all over the world every week. Et en première place, pour les présences les plus weird de lutteurs au cinéma, je décerne le titre à Suburban Commando. J'ai horreur des terriens. Non, pas Hulk Hogan. Lui. Oh, à quoi tu joues exactement? Tu es un homme mort, Ramsey. Hogan est Ship Ramsey, un soldat de l'espace qui se retrouve sur Terre et doit s'adapter à la vie de banlieue le temps de charger son vaisseau. Il est rejoint par des mercenaires de l'espace interprétés par Tony Longo, un acteur de soutien efficace assez commun des années 90, et l'Undertaker, crédité dans le générique sous son vrai nom, Mark Calloway. C'est un film de science-fiction familial assez basic, mais qui vieillit bizarrement très bien, avec plusieurs bons gags. T'en fais pas. Je peux te sortir de là. Selon IMDb, le scénario de Suburban Commando a d'abord été écrit pour accommoder Arnold Schwarzenegger et Danny DeVito, qui ont préféré faire Twins à la place. Ce qui explique que Suburban Commando est probablement le plus achevé et le plus accompli de tous les projets de Hulk Hogan. La WWE a réussi à insérer Hogan dans un projet sérieux avec un gros scénario. Les cristaux, l'univers, rappelez-vous. Probablement acheté à rabais, toujours dans l'espoir de Vince McMahon à la fin des années 90 de se lancer dans le cinéma. Mais j'espère que ça va juste servir d'entrée du cinéma. Avec recul, ça peut sembler weird comme choix de première place de décerner ça à Suburban Commando, mais pensez-y. Suburban Commando a été tourné à l'été 1990 alors que Hogan était blessé. Le Ultimate Warrior était le champion et Hogan a profité de son premier congé en plusieurs années pour tourner un film sorti en octobre 1990. L'affaire, c'est que l'Undertaker va débuter à la WWE seulement lors de Survivor Series 1990 en novembre. Avant la WWE, Mark Calloway, qui deviendra l'Undertaker, luttait sous le nom de Mean Mark Callis à la WCW. Ce qui veut dire que Taker a fait ses débuts à la WWE dans un film avec Hulk Hogan. Ça vous fait penser à quelqu'un? Imaginez 2 secondes comment proche on est tous passés, collectivement, que la carrière de l'Undertaker se résume à rejouer son personnage de Hutch, comme Zeus, dans une série de matchs contre Hulk Hogan, au lieu d'être la plus extraordinaire gimmick de lutte de tous les temps. On vit dans quel monde ici? Bonne insomnie! Pour ceux qui suivent, on est rendu à plus de 35 films déjà chroniqués dans différents topos. Tout ce sexe qu'on ne veut pas donner aux femmes, mais qu'on finit par donner, tout ça, c'est grâce à ce que vous faites pour nous. Et pour répondre à une question qu'on me pose, non, on va pas manquer de films bientôt. On a vécu de bons moments, pas vrai? Des moments inoubliables. Et on va en vivre encore plus. Si je faisais un top 10 par mois, on en aurait encore pour des années sans toucher au même film 2 fois. Toujours drôle à faire. Toujours drôle à entendre. C'est pour ça que je l'ai fait. Et c'est pour ça que j'écoute. Et on continue d'en produire tous les jours. When can I grab the next one? Give me about 3 weeks. Donc voilà, un top 10 des présences les plus weird de lutteurs au cinéma. Mais on a juste écrémé la surface. Il y a du stock vraiment weird qui s'en vient encore, fait que restez à l'affût. On va au bar! Ouais! Et à vous, mes salopes! Tu es un homme mort, Ramsey.